Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, certains vont grincer des dents et d'autres vont se réjouir parce que le sujet du jour, c'est cette CNC qui vient d'arriver à l'atelier. Alors je sais, les CNC, c'est un sujet clivant. D'un côté, on a les réfractaires qui pensent que c'est une machine, pas un outil et qu'elle n'a rien à faire dans un atelier de boiseux. Et puis d'autre côté, on a les gens qui voient dans cette machine un outil qui ouvre des possibilités de création dingues, un gain de temps et de précision pour certaines tâches spécifiques et qui vient compléter, et le terme compléter est important et bien choisi, bien soigneusement, compléter donc la collection d'outils de l'atelier. Vous avez bien sûr compris que je fais partie de la deuxième catégorie de personnes. Je considère en effet que cette machine apporte beaucoup, elle fait partie de l'évolution de l'outillage, au même titre que la Domino de Festool. C'est un outil qui n'en remplace pas un autre, il vient compléter un panel déjà bien rempli de possibilités, contrairement par exemple à la majorité des outils électroportatifs qui, eux, remplacent des outils manuels. Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat, mon but aujourd'hui c'est pas de vous convaincre qu'une CNC c'est indispensable, d'ailleurs c'est pas vrai, mais dans mon atelier vous trouverez tout. Des outils à main, des électroportatifs, des machines stationnaires, des lasers et maintenant une CNC. Et le but aujourd'hui, c'est de vous présenter cette superbe bécane et de vous montrer un peu de quoi c'est capable, ce qu'on peut faire avec pour que vous jugiez par vous-même si ça peut vous servir ou pas. Cette machine est de la marque Tootrees. Vous connaissez peut-être cette marque pour ses lasers, j'en ai présenté un sur cette chaîne récemment. Tootrees propose donc ce modèle très intéressant de CNC à mon avis, et il est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, pour sa taille. Dans les CNC, vous avez grosso modo les machines premier prix type 30-18 qui sont toutes petites. 30-18, ça vient de la surface de travail de 30 cm par 18 cm. Ça limite ce qu'on peut faire avec. Après, on a les machines semi-pro qui coûtent cher et les machines pro qui coûtent beaucoup plus cher. Et si je laisse de côté les machines de maker à fabriquer soi-même, entre les petites 30-18 à partir de 150 € et les semi-pro à partir de plus de 1000 €, il n'y a rien. Donc l'écart entre ces marches est haute. Et Tootrees a réussi un exploit avec cette machine qui vient combler un vide dans le marché des CNC. Donc cette machine, elle est abordable, surtout au regard de ses capacités. Elle coûte entre 400 et 450 € dans cette version. Et elle est capable d'usiner sur une surface de 460 par 460 mm et sur une hauteur de 80 mm. Alors bien sûr, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais clairement, c'est pas cher pour ce que c'est. Donc la machine, elle arrive préassemblée à 70%, elle se monte en quelques heures très facilement, ça se monte comme un Lego, d'ailleurs ma fille de 7 ans en a fait une bonne partie, c'est pour ça que j'ai pas filmé le montage d'ailleurs, vous verrez ma puce que de dos. Alors on n'a pas rencontré de problème particulier, la doc est plutôt claire même si elle est en anglais malheureusement, et comme d'habitude, une vidéo du montage est fournie par le fabricant sur la carte microSD de la machine. Il y a juste quelques points auxquels il faut faire attention. Cette gaine ici, elle contient des câbles électriques et elle ne doit pas frotter contre le carter, sinon à terme on aura des problèmes. Alors elle ne doit pas non plus passer juste derrière ici, parce que quand le bras va reculer, ce que j'appelle le bras c'est cette pièce-là, le bras ne pourra pas reculer jusqu'au fin de course qui se trouve là-dessous. Donc ça c'est embêtant. Le deuxième point qui m'a embêté, c'est le fin de course de la montée de l'axe de la broche. Ici on a une butée qui est fixée sur cette pièce elle monte, et quand elle arrive en position haute, donc la butée vient appuyer sur le capteur. Malheureusement, donc quand cette partie-là monte et qu'elle arrive en butée mécanique, elle ne peut pas aller plus loin et la butée qui est là n'appuie toujours pas sur le capteur. Alors, ce n'est pas un problème de ma part parce que toute cette partie-là est livrée complètement montée, y compris les butées et les capteurs. Et ce n'est pas réglable. Alors, pour m'en sortir, j'ai pu démonter cette butée, agrandir les trous pour les passages de vis et remonter la butée. Ça m'a permis de la remonter en travers et maintenant la butée appuie sur le fin de course. Et le troisième point un petit peu embêtant, il est au niveau du logiciel cette fois-ci. Dans le panneau de contrôle ici, on peut déplacer la machine et on a normalement une option qui permet de faire une origine machine. Et cette option-là, je ne l'ai pas. Voilà, donc c'est vraiment pas grand-chose. Les deux premiers problèmes sont déjà réglés. Quant au troisième, il est en cours de résolution avec le fabricant. Et si j'ai des infos rapidement, je vous tiendrai au courant dans cette vidéo. En attendant, je vais vous expliquer comment ça marche une CNC, parce que tout le monde ne sait pas forcément. C'est un petit peu comme un laser, si vous avez déjà suivi, et sinon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. On a un moteur ici, une broche, qui va se déplacer sur 3 axes. Un premier axe dans ce sens-là, qu'on appelle l'axe des X communément. Un autre qui est ici, qui est l'axe des Y, et le troisième, c'est l'altitude, comme ça, l'axe Z. Pour ça, on a des moteurs pas à pas, comme dans vos imprimantes, mais en plus gros. Donc il y en a pour chaque axe. Et une chose intéressante, pour le prix, franchement j'ai été surpris, la machine est bien équipée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les machines premier prix, en général, vous avez des déplacements avec des courroies, comme sur les lasers. Sur les lasers, c'est pas choquant, parce qu'il n'y a pas de contrainte mécanique. C'est très léger, il n'y a pas de frottement. Ici, on a des vis à billes, c'est beaucoup plus précis que les courroies, il n'y a pas d'élasticité, donc par exemple sur cet axe-là, quand la vis tourne,
eh ben, elle se déplace précisément et elle s'arrête précisément. Il n'y a pas d'effet élastique comme ça. Donc ça, c'est super parce qu'il faut non seulement emmener tout le poids de la machine, hein, c'est plus lourd qu'une laser, mais en plus, il y a des contraintes au niveau de la broche qu'il faut gérer aussi. Plus la machine est solide, moins il y a de vibrations et plus elle est stable. Du coup, plus le fraisage est de qualité. Et honnêtement, les vis à billes, c'est un vrai plus par rapport aux courroies. Et là où j'ai été vraiment surpris, surtout par rapport au prix, c'est que le déplacement sur cet axe-là, vous avez 2 moteurs et 2 vis à billes. Et dans les modèles premier prix, en général, il y a une seule vis à billes, un seul moteur. Ici, il y en a 2, et ça, c'est vachement bien, parce que ça évite le flambage comme ça. Et ça permet d'emmener ce pont de manière très précise et très rigide, puisque les 2 côtés du pont sont entraînés. Et donc, le 3e axe, l'axe Z, lui aussi, il a une vis à billes qu'on voit ici. Donc, pour récapituler, la machine peut se déplacer sur cet axe, et sur cet axe. Et donc vous avez compris qu'avec les bonnes trajectoires, le bon logiciel, cette broche va être capable de se promener un petit peu partout et on va pouvoir faire des découpes, des gravures, des sculptures. C'est vraiment bien. Au niveau de la fabrication, la machine est bien conçue, elle est rigide, elle est faite en matériaux de qualité. Là, on a de l'acier qui est plutôt épais. Ici, c'est de l'aluminium plutôt solide. Franchement, elle est très rigide, c'est vraiment bien. C'est très important. Il n'y a pas beaucoup de câbles qui traînent. Il y a celui-ci là et c'est tout. Et tous les autres sont bien rangés. Et ça, c'est important parce qu'il y a pas mal de pièces en mouvement. Vous voyez ici, on est à l'arrière de la machine. Il y a des chemins de câbles, donc il n'y a vraiment rien qui traîne. Tout est caréné. Et la machine est bien équipée. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, on a 2 moteurs sur l'axe X, un moteur pour l'Y, un moteur pour le Z. On a un plateau martyr ici qui est complètement équipé avec une multitude d'inserts filetés pour pouvoir fixer les pièces à usiner un peu n'importe où. La machine est équipée de capteurs fin de course devant et derrière sur tous les axes, sur le X, sur l'Y et sur le Z. Et il y a aussi un capteur ici qui va servir à déterminer la hauteur de la pièce. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors en plus de tout ça, la machine est livrée avec une plaque de polypropylène pour faire des essais, quelques outils, donc un petit tournevis plat dont je ne sais pas à quoi il sert, une lime et un pinceau, une paire de pinces, des clés Allen qui ont servi pour le montage, des clés plates, celle-ci je ne sais pas à quoi elle sert, mais celle-là elle sert pour la broche, pour la pince ici. Et cette broche donc elle est équipée de pinces ER11, c'est un format standard. Donc ça ressemble à ça, il y a 2 pinces avec, une de 3 mm et une de 6 mm. Ça veut dire que vous pouvez monter des fraises avec un arbre de 3 mm ou de 6 mm. Et puisque je parle de fraises, donc la machine est livrée avec une dizaine de petits couteaux à 30 degrés qui ressemblent à ça en fait. Donc ça c'est pour graver notamment. Vous avez aussi une fraise de 3 mm qui celle-là va servir pour les découpes. Et vous avez une fraise à écrire. Alors une fraise à écrire, c'est une fraise en V comme vous voyez, en pointe. Donc l'angle entre les 2 biseaux là, sur celle-ci, il est de 90 degrés, donc 45 degrés par rapport à l'axe. Et ça va vous permettre de faire des écritures avec les pleins et les déliés. C'est-à-dire que quand vous écrivez avec la défonceuse, ou avec la broche dans ce cas-là, bah, si vous descendez un peu plus, vous allez écrire un peu plus large, et si vous descendez un petit peu moins, vous allez écrire un peu plus fin. Voilà, donc ça peut faire des trucs très sympas ça. Vous avez aussi une paire de lunettes de protection, et de quoi fixer les pièces sur le martyr grâce aux inserts qui sont partout sur le plateau. Au niveau de l'électronique, tout est dans le boîtier ici à l'avant. On a un bouton d'arrêt d'urgence, on a un écran ici parce que la machine peut être autonome. Elle fonctionne sans ordinateur. On a ici une carte SD qui permet de charger sur la machine les programmes pour usiner. Mais on a aussi une prise USB qui permet de piloter la machine directement depuis l'ordinateur. Et la prise en haut ici, c'est l'alimentation. Donc je vais l'allumer justement et on va regarder le logiciel. Donc quand la machine démarre, on arrive sur cet écran-là. Vous pouvez voir en haut qu'il y a le Wi-Fi de disponible, je ne vais pas m'en servir. Et vous voyez ici les coordonnées de la machine sur les 3 axes, X, Y et Z. Et puis en dessous, vous avez 3 écrans. Le premier écran, c'est le menu contrôle qui va servir à contrôler la machine. Le deuxième, c'est sculpture qui va servir à sculpter ou graver. Et le troisième, c'est le menu tool. Donc on va commencer par celui-là. Et ce menu, il n'y a pas grand-chose dedans. Vous avez un menu langage. Alors vous vous dites peut-être, chouette, je vais pouvoir passer de l'anglais au français. Pas du tout. Vous avez soit du chinois, soit de l'anglais. Vous avez aussi le menu Wi-Fi qui va vous permettre d'accéder au Wi-Fi. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'en servir. Et vous avez des informations sur la carte mère, le firmware, etc.
Et surtout, vous avez une option très intéressante ici en bas, c'est la coupure du bip très désagréable qu'on a entendu tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est bien. Hein. Au niveau du menu sculpture, et bien ici, on retrouve le contenu de la carte SD. Là, on voit 2 programmes. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner un programme pour pouvoir ensuite piloter la gravure à partir d'ici. On va y revenir. Et vous avez un menu contrôle ici qui ressemble fortement à celui qu'on vient de voir. Donc là, vous allez pouvoir piloter la machine. Vous retrouvez les coordonnées de la machine ici. Ici, vous pouvez déplacer la machine sur l'axe Y, sur l'axe X et sur l'axe Z. Et sur la partie de droite ici, vous pouvez régler la distance de déplacement à chaque impulsion. Donc si j'appuie une fois ici, je me déplace de 10 mm à vitesse basse. Je peux aller à vitesse moyenne, à vitesse rapide, et je peux me déplacer de 10 mm, c'est le maximum, à 1/10 de millimètre ou à 1 mm. Et en bas, vous avez la commande spindle, donc ça c'est la commande de la broche. Vous mettez en route et vous arrêtez. Alors à quoi ça sert tout ça? Eh bien ça va servir à piloter votre machine pour usiner une pièce. Donc par exemple, sur cette pièce de polypropylène ici, il va falloir déplacer la fraise jusqu'au bord ici. Donc pour ça, je vais utiliser les axes X et Y. Mais aussi Z pour pouvoir descendre la broche. Donc je commence en me déplaçant par centimètre par centimètre. Et disons que je veux y commencer ici. Donc à ce moment-là, vous voyez vos coordonnées. Vous êtes aux coordonnées moins 60 sur X, moins 100 sur Y et moins 30 sur Z. Vous allez dire que ici c'est le point de départ. Donc vous allez pouvoir cliquer sur XY Clear. Et du point de vue de la machine, ça remet à 0 les axes X et Y. Donc vous voyez ici, X et Y, on est passé à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je me déplace de 10 mm à droite et 10 mm en haut, je suis à 10 mm par rapport à l'origine sur ces deux axes-là. Et si je rappuie sur le bouton central XY maison, ça va me ramener au 0. Voilà, donc là, on arrive au point où la machine sait que son point de départ sur ces deux axes-là, c'est ce point-là. Et pour Z, c'est pareil. Z, on est à moins 30. On peut lui dire, bon, la pièce, elle commence ici. J'appuie sur Z Clear. Et ici, mon Z est à 0. Et si je me déplace, et que je rappuie sur Z0, je reviens à la position 0 du Z, qui est le point qu'on a défini juste avant. Alors là, par contre, on est trop haut, hein, on est au-dessus de la pièce. Ce qui est intéressant, c'est de positionner la fraise à ras de la pièce. Donc pour ça, on a 2 solutions. La première solution, c'est d'utiliser la technique d'un bout de papier. Vous mettez un bout de papier entre la pièce et la broche, et vous descendez votre broche. Donc là, on ne va pas descendre d'1 centimètre, on va descendre d'1 millimètre. Et je déplace ma feuille jusqu'à ce que ça gratte le papier. Là, c'est encore trop haut. Je vais descendre cette fois d'1 dixième de millimètre. Voilà, vous voyez, mon papier, il est bloqué. Il passe, mais en force. Vous voyez, c'est précis, hein, on descend dixième par dixième. Là, je vais pouvoir définir mon origine pour la hauteur, donc Z Clear. Alors cette méthode, elle marche très bien, mais elle est un petit peu fastidieuse. Et il y a moyen d'automatiser ça avec cette machine. Donc ça, c'est pas mal. Je vais remonter l'axe Z. Et pour faire l'origine du Z, je vais utiliser ce capteur. Alors ce capteur, il est tout simple. C'est une plaque de métal qu'on va placer sur la pièce ici. Une pince qu'on va mettre sur la fraise. Et on va transformer la fraise en un interrupteur. On va faire descendre la fraise jusqu'à ce qu'elle touche la plaque. La machine va s'arrêter dès que le contact sera fermé. Elle va remonter, elle va redescendre tout doucement, refaire le contact pour être au point précis, et elle va régler elle-même le 0. L'astuce, c'est que la machine connaît la distance entre la plaque ici et la pièce qui se trouve en dessous. Et donc pour ça, on va utiliser la fonction knife ici. Donc la machine fait descendre la fraise jusqu'au point de contact. Dès qu'elle touche, elle remonte. Elle redescend tout doucement et le 0 est fait. Donc si maintenant j'enlève le capteur et que je vais à l'origine de l'axe Z,
et ben je descends à ras de ma pièce. Donc ça, c'est à la fois rapide et précis, et donc c'est très pratique. Et encore une fois, c'est une option qu'ont pas toutes les CNC. Donc c'est vraiment pas mal de l'avoir, surtout à ce prix-là. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer tout de suite la machine. On va l'utiliser en mode autonome, et ce que je vais faire, c'est que je vais graver les 2 fichiers exemples qui sont fournis avec. Sur la carte SD, on a 2 fichiers G-code, donc on va tester ça tout de suite. Et donc, il va falloir installer un morceau de bois. Et donc pour fixer le matériau, on va utiliser ce type de fixation. C'est fourni, il y en a 6. Alors l'idée, c'est que ça se met comme ça, en gros. Donc vous mettez la tête de vis ici, vous la sortez à peu près de l'épaisseur du matériau. On n'est pas au millimètre. Donc l'idée, c'est de le mettre comme ceci. Voilà. Et de prendre appui avec cette vis pour pincer. On ne va pas s'embêter avec une clé. Voilà. Voilà, donc j'ai mis 2 fixations ici, il y en a 2 autres là-bas que vous ne voyez pas. Bon, maintenant, il va falloir déplacer la broche pour pouvoir commencer la gravure, et il va falloir faire attention à ne pas percuter un obstacle. Ici, on a de quoi l'abîmer. Et si je veux définir que je vais commencer ma gravure ici, et c'est ce que je veux, je vais cliquer sur XY Clear, donc je remets à 0, et maintenant, la machine considère que cette position-là, c'est son origine. Pour X et Y, la machine est réglée de telle manière qu'elle connaît la distance entre le dessus du capteur et le dessous. Et donc le 0 de la machine, maintenant, il est 24 mm et demi plus bas. Donc si j'appuie sur Z0 ici, je devrais arriver à ras du matériau. Et c'est le cas. Donc la machine est réglée pour la hauteur aussi. Elle connaît le haut du matériau maintenant. À partir de là, je reviens dans le menu ici et je vais dans le menu sculpture. Et je vais essayer de graver le texte TTC 450 CNC. Donc je le sélectionne. Et maintenant, j'appuie sur sculpture et c'est tout. Je valide que je veux une seule passe. Ça, c'est un logiciel qui est à mi-chemin entre les lasers et les CNC. Donc on peut mettre un nombre de passes différent, mais dans une CNC, ça n'a pas de sens. Et c'est parti. Et voilà, c'est fini. Et voilà ce que ça donne. En vidéo, j'ai l'impression que ça donne pas terrible. Je sais pas, c'est peut-être la lumière. Mais en vrai, c'est pas mal. Hein. On va maintenant expérimenter une deuxième gravure, mais cette fois-ci en 3D. Donc pour le coup, je change de fichier. Je vais choisir les fleurs ici. Et je vais repositionner encore une fois ma fraise là où je veux graver. Alors je vais descendre le Z. Oups, je suis allé trop bas. Ouh, c'est une bêtise là. Au lieu de remonter le Z, j'ai reculé sur X. Bravo. Donc je définis que mon X et Y sont bons. Et maintenant, je m'occupe du Z. Et voilà, j'ai plus qu'à lancer la gravure. Bon, j'arrive
Au bout de la carte SD, il reste 8 minutes d'enregistrement. J'arrive à la fin de ma deuxième batterie, 23% d'autonomie. Et on en est à 16% d'avancement. Donc je ne vais pas enregistrer la fin, je vais attendre que ça se termine ou pas. Ça va dépendre à quelle heure ça finit, parce que là, dans 1 heure, normalement, je vais me coucher. Bon, on est un autre jour, j'ai relancé la gravure hors caméra dans ce bout de médium. J'ai changé de matériau parce que je pense que le médium est plus adapté que le bois pour des gravures fines comme ici. Le bois est constitué de fibres qui ont tendance à rester sur place alors que le médium s'usine beaucoup mieux que le bois. C'est bien le seul avantage du médium d'ailleurs. La gravure a duré 3 heures, alors c'est très long pour une gravure de 25 mm de côté et profonde de quelques millimètres. C'est pas du tout la CNC qui est en cause, c'est lié à la façon dont le programme a été pensé. Toute la gravure a été faite avec cette pointe javelot. Elle est conçue pour des gravures très fines et non pas pour usiner des grandes surfaces planes et profondes. Je dis grande surface profonde, on est d'accord que c'est par rapport à la taille de l'outil choisi. Imaginez le temps qu'il faudrait pour usiner une gravure de la taille de la capacité de la machine avec cette méthode. 3 heures pour une gravure de 25 mm de côté, ça correspond à un peu plus de 1000 heures, rien que pour une seule gravure de 460 mm de côté. Ça correspond à 1 mois et demi de boulot. C'est une méthode aberrante, c'est un petit peu comme creuser une piscine olympique à la pelle. Heureusement, on peut largement améliorer ça. Pour reprendre l'analogie de la piscine, il faut commencer à la pelleteuse et ensuite finir à la pelle. Je m'explique avec un exemple. Pour graver cette fleur pas très belle, là, j'ai que le programme de parcours d'outils à ma disposition. Je ne peux pas le modifier, c'est un fichier texte rempli de commandes en G-code, le langage des CNC, des lasers et des imprimantes 3D. Il me faudrait le modèle 3D qui a servi à générer ce code pour générer un code plus pertinent, mais je ne l'ai pas. Alors je vais utiliser ce modèle que j'ai dessiné exprès pour l'exemple, donc c'est une base carrée sur laquelle il y a une demi-sphère, et le but ça va être de graver, non pas avec la pointe javelot sur tout le tour ici pour pouvoir faire cette pièce, mais au contraire gagner du temps. Donc le premier truc à faire, c'est d'utiliser la pelleteuse. Je ne vais pas vous faire une démo de Fusion 360, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais globalement, voilà, on a 3 opérations. La première opération, ça va être, on va utiliser une fraise et on va enlever le plus gros du morceau. Vous allez voir qu'ici, on n'a pas une demi-sphère, mais on a une succession d'escaliers comme ça, vous voyez. C'est le niveau de détail qu'on peut obtenir pour enlever un maximum de matière rapidement. La fraise utilisée ici, c'est une fraise droite de 6 mm. L'étape suivante, idéalement, ça serait d'utiliser une fraise plus petite pour pouvoir créer la sphère, pour qu'elle soit sphérique. Mais malheureusement, je n'ai pas de fraise adaptée. Il faudrait idéalement utiliser une fraise à bourron de petit diamètre, mais j'en ai pas. Donc là, pour l'exemple, j'ai fait la même opération avec la même fraise, mais avec des couches plus petites. Donc on se rapproche de la vérité. C'est pas parfait, mais c'est pour l'exemple de toute façon. Et ensuite, la troisième étape, c'est de découper la pièce. Donc je fais le tour de la pièce en laissant des petits taquets ici pour maintenir la pièce, pour éviter qu'elle passe dans la fraise au moment où la pièce est détachée. Donc elle reste maintenue et il va falloir ensuite mettre un petit coup de ciseau à bois pour détacher la pièce ici. On va voir ça en vrai. La CNC travaille plus efficacement, mais c'est pas nominal non plus. Vous voyez, la fraise descend progressivement en rond dans la matière. C'est voulu parce que ce type de fraise n'est pas conçu pour descendre directement comme le ferait un forêt de perceuse, mais le programme fait ça dans les 4 coins alors qu'un seul cycle de descente suffirait. En plus, il faudrait idéalement faire ce cycle de descente directement jusqu'à la profondeur voulue plutôt que de faire des paliers. En faisant ça, on réduirait de beaucoup le temps d'usinage. C'est pas parfait et pourtant, cette fois-ci, l'usinage de cette pièce de 30 mm de côté n'a pris qu'un quart d'heure. Dans un exemple un peu plus cohérent, ça aurait été un peu plus long puisqu'il aurait fallu changer de fraise 2 fois. Une fois après la première passe d'ébauche qui a enlevé le plus gros de la matière pour remplacer la grosse fraise d'ébauche par une fraise de gravure plus petite et une seconde fois après la passe de gravure pour monter une fraise de découpe. Dans l'exemple d'aujourd'hui, j'ai utilisé qu'une seule fraise, donc pas de changement d'outil. Le but c'était pas de faire une pièce parfaite, mais de vous illustrer l'intérêt d'utiliser la bonne fraise pour le bon usage. Et encore, le résultat ici n'est pas terrible, justement parce que l'usinage n'a pas été fait avec la bonne fraise. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser une fraise en V, comme ça, pour faire des écritures avec les pleins et les déliés. Donc l'idée, ça va être de reproduire ce qui est écrit ici, avec des rainures profondes sur les traits larges et des rainures moins profondes sur les traits étroits. Donc ça va donner ça. La fraise va s'enfoncer un petit peu pour les traits fins et plus pour les traits larges. Et en vrai, ça donne ça.
Alors c'est bien joli tout ça, mais à quoi peut bien servir une CNC dans un atelier de boiseux? Eh bien à plein de choses. Vous pouvez faire des moulages personnalisés, des sculptures comme on l'a vu, signer une création, faire des gabarits facilement pour votre défonceuse, et vous pouvez même la plupart du temps vous passer de gabarits et faire le travail de la défonceuse directement à la CNC. Par exemple, du fraisage d'inclusion. Imaginons qu'on veuille découper cette petite pièce de bois, donc là c'est un carré avec des bords arrondis qui fait 6 mm de hauteur, et qu'on veuille l'inclure dans une autre pièce de bois, donc dans un trou exactement aux mêmes formes et aux mêmes dimensions. Et bien c'est très simple, on va faire deux programmes. Le premier programme va servir à faire cette pièce. Ce programme était le premier que j'avais fait avec Fusion 360 et je ne l'avais pas encore en main, donc il y a eu des petits loupés. Premier essai. Raté. Eh ben non, ça peut aller ça. C'est pas au bon endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième essai. Ah ben c'est pas mieux. Troisième essai. Encore raté. Quatrième essai. Cette fois-ci j'usine au bon endroit sur la planche. Par contre le programme commence par la découpe alors qu'il devrait usiner la surface de la pièce pour pouvoir la redescendre à 6 mm d'épaisseur. Cinquième essai, et cette fois c'est le bon, la machine commence par usiner la surface de la pièce avant de faire la découpe. Pour le coup, vous vous dites peut-être que ça va être raté parce qu'il y a déjà des traces d'usinage, mais ça n'a pas d'importance parce que tout le dessus de la planche va finir en copeaux parce que je veux une pièce d'une épaisseur de 6 mm. Et le deuxième programme va servir à faire celle-là. Et là, il y a un gros problème. Les pièces ne s'emboîtent pas parce que les dimensions ne sont pas du tout les bonnes. 49 mm. Comme je ne maîtrise pas encore le module de fabrication de Fusion 360, j'ai un doute sur le programme généré. Fusion 360, il offre énormément d'options et il est par exemple possible que j'ai laissé 1,5 mm de matière pour une passe de finition ultérieure. Alors je refais la poche avec un autre logiciel, beaucoup moins complet et donc bien plus accessible, Easel. C'est un logiciel payant, mais avec une période d'essai. Alors je l'essaye. Et là, le verdict tombe, 49 mm. Exactement comme le programme de Fusion 360. Ce ne sont donc pas les programmes qui sont en cause, mais bien la machine. Bon, je pense que je sais d'où vient le problème. Je vais faire un rapide test pour vérifier mon hypothèse. J'ai placé un réglet pile au-dessus de la pointe javelot ici. La pointe javelot est sur le 0 du réglet. Et je vais déplacer la machine de 400 mm. Et on va voir avec le réglet si on se déplace de moins que ça, ou si on se déplace bien de 400 mm. Donc pour ça, je vais utiliser l'ordinateur pour piloter directement la pétoire. Et c'est parti. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On arrive pile à 400 mm. On va essayer sur l'autre axe. Bon, cette fois-ci, le réglet étant trop grand, je ne pars pas du 0, je pars de 4 cm. Donc je vais lancer la même commande de déplacement de 400 mm et normalement je devrais arriver à 44 cm. Bingo, c'est bien ce que je pensais. En fait, le problème ne vient pas des logiciels, ils font bien ce qu'on leur demande. Les principaux coupables, ce sont cette fraise et le moteur de la broche. Je m'explique. En usinage, la vitesse de coupe est très importante. La vitesse de coupe, c'est pas la vitesse à laquelle la CNC déplace l'outil de coupe.
La vitesse de coupe, c'est la vitesse de déplacement des dents de la fraise. Ce n'est pas un paramètre à choisir au hasard. La vitesse de coupe, elle va dépendre du matériau usiné, du matériau de la fraise, du diamètre de la fraise, de la vitesse de rotation de la broche et aussi de la vitesse de déplacement de l'outil. Tout ça ensemble. Pour faire simple, il ne suffit pas de mettre la broche à fond et de se déplacer le plus vite possible. Il faut choisir les vitesses de déplacement de la broche et sa vitesse de rotation en fonction de tous les autres paramètres que j'ai cités avant. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ce que vous devez retenir, c'est que le problème que j'ai rencontré aujourd'hui, il vient du fait que la broche est limitée à 8000 tours minute. C'est peu pour une fraise de 6 mm de diamètre. Regardez les défonceuses, elles utilisent ce même type de fraise et elles tournent bien plus vite. En plus, la fraise, elle n'a qu'une seule dent. Si elle en avait 4 par exemple, ça irait déjà mieux. Chaque dent aurait 4 fois moins de matière à retirer qu'une seule dent. Et donc dans mon cas, la fraise force trop. Malgré une profondeur de coupe faible, le programme fait des passes d'1 mm, la fraise ne tourne pas assez vite pour enlever la matière. Par conséquent, la machine veut avancer alors que la matière est encore là, la fraise n'a pas le temps de retirer les copeaux, du coup les moteurs forcent, et ces moteurs, ce sont des pas à pas. Ce ne sont pas des moteurs classiques qui tournent tant qu'ils reçoivent du courant. Le principe est complètement différent ici. En gros, quand ce moteur il est alimenté, il ne tourne pas. Au contraire, il reste en position. Le rotor, la partie qui tourne, c'est un aimant permanent. Les fils ici sont reliés à des bobines, donc des électroaimants, qui vont permettre d'attirer ou repousser le rotor. Et en alimentant les bobines dans le bon ordre, on peut faire tourner le moteur et surtout, on peut l'arrêter dans la position qu'on veut et le maintenir verrouillé. Et ces moteurs, par exemple, ils ont une résolution de 200 pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent se positionner à 200 positions différentes sur un seul tour. Et pendant l'usinage, puisque la machine a forcé à cause de la fraise inadaptée, ce qui s'est passé, c'est que les moteurs pas à pas ont reçu des ordres de déplacement qu'ils n'ont pas pu faire. Sur les 200 pas du tour, ils ont pu en faire que 190 par exemple, parce que la fraise butait dans le bois. C'est un peu comme si vous aviez une courroie détendue et que vous avez l'écran qui saute. Donc au lieu de se déplacer de 50 mm, le moteur a pu en faire que 49. Allez, on passe au bilan. Alors déjà, attention, n'allez pas croire qu'on peut rien faire avec cette machine. Je viens juste de vous démontrer par l'exemple que la machine est limitée dans certains domaines, dans cette configuration de base, avec un moteur de broche peu puissant. Si vous utilisez les fraises fournies, vous n'aurez aucun problème. La fraise de 3 mm est tout à fait adaptée à la puissance de la broche. Et la fraise de 6 mm aussi, parce que c'est une fraise en V et qu'elle va moins forcer qu'une fraise droite. En plus, elle a 2 dents au lieu d'une. Donc, dans cette configuration, vous pouvez faire des petites gravures à la pointe javelot, vous pouvez faire des découpes à la fraise de 3 mm, du V-carving avec la fraise en V, et basta. En même temps, pour le prix de la machine, c'est déjà franchement pas mal. Mais c'est quand même dommage d'avoir une machine avec une grande surface capable, mais avec des performances de coupe et de gravure aussi faibles. Pour tout dire, honnêtement, c'est frustrant. Et bien, Tootrees y a pensé et propose en option une broche de 500 watts qui remplace bien avantageusement celle-ci qui fait que 80 watts. La grosse broche tourne à 12 000 tours minute au lieu de 8 000 tours minute pour celle-là. Avec cette grosse broche, on arrive à des vitesses et une puissance cohérentes par rapport aux dimensions et à la rigidité de la machine. Très franchement, cette machine dans la configuration de base coûte entre 450 et 500 €, et pour le prix, on n'est pas volé. Mais si vous ajoutez une centaine d'euros pour un moteur cohérent, vous avez une machine performante et très bon marché. Donc ma conclusion, c'est que je ne vous conseille pas d'acheter la machine dans cette configuration. Prenez l'option moteur de 500 watts. Au moment où je vous parle, la machine dans sa version de base, elle est au prix public de 475 €, contre 540 € avec la broche de 500 watts. En l'achetant dès le départ, soit un écart de prix actuel de 65 €. Il n'y a pas à réfléchir là. Et puisque je vous parle des options, il est possible de monter aussi un module laser de 20 watts à la place de la broche. Je ne vous le conseille pas perso parce que la machine est conçue pour usiner. Par conséquent, elle est rigide et donc lourde, et donc elle a beaucoup d'inertie et elle ne peut pas se déplacer rapidement. Et ça, c'est pénalisant pour un laser. Le module laser pourra découper facilement, mais ça sera compliqué de graver. Et la tête laser, en plus, elle coûte cher. Donc si l'option de laser vous intéresse, prenez plutôt une machine dédiée. Je vous mets une liste de machines que j'ai testées ici. Pour conclure, cette machine a de sacrés avantages. Sa surface de travail, sa rigidité, son prix, son équipement aussi avec ses vis à billes, ses 2 moteurs sur l'axe Y, son capteur de réglage du Z, ses fins de course sur tous les axes, son écran de contrôle qui permet de piloter la machine en mode autonome. Tout y est, sauf le moteur de broche, insuffisamment puissant en version de base. Je pense que Tootrees a sorti la version de base avec un moteur faiblard de 80 watts pour proposer une machine avec un prix d'appel très bas. C'est discutable à mon avis parce que si commercialement ça va effectivement générer des ventes, les performances trop légères du moteur de la broche vont décevoir pas mal de clients. Pour info, on trouve généralement ce moteur de 80 watts sur les CNC 3018 premier prix, bien plus petites que ce modèle. Je vous mets le lien de la machine en version 500 watts dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas là. Si vous voulez la version 80 watts, je vous la mets aussi, mais je ne vous la conseille pas, vous l'avez compris. Si vous voulez voir d'autres tests d'outillage, allez voir par ici. Sinon, allez bricoler. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!